merci de nous retrouver en cette fin de semaine sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Retour sur la soirée de gala à la Salle des Étoiles organisée à l'occasion des 10 ans de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Nous reviendrons sur la dernière conférence organisée par la Jeune Chambre économique de Monaco, orientée autour de la cybersécurité. Le cloud était au cœur du premier débat organisé par Eurocloud Monaco à la Maison des Associations. Nous vous en dirons plus sur son fonctionnement. Benjamin Dumont est de retour de son Tour de France en faveur des enfants malades. Il revient sur son expérience. La nouvelle exposition du Grimaldi Forum consacrée à l'artiste Francis Bacon ouvre ses portes au public ce week-end. Nous vous la ferons découvrir en avant-première. Et en fin d'édition, nous resterons au cœur de cette nouvelle exposition où nous recevrons comme invitée du week-end Catherine Aletchenkov. Nous vous en parlons dans notre précédente édition. La Fondation Prince Albert de Monaco fête cette année ses 10 ans. La soirée de gala s'est déroulée dans la Salle des Étoiles. Entre spectacle et remise des prix, retour sur cet événement avec Fabien Bonilla, Alexandra Paolini et Louis Borgia. Le prince Albert II et son épouse étaient entourés entre autres de scientifiques, de philanthropes, de personnalités de la principauté, de représentants de la fondation à travers le monde. Il existe 9 branches de la fondation du Canada, à Singapour, en passant par l'Espagne. En résumé, la salle des étoiles était pleine pour célébrer le 10e anniversaire de cette fondation qui œuvre au quotidien pour préserver l'environnement. C'est une fondation importante qui agit dans le domaine environnemental. Le prince Albert II a un vrai leadership au niveau international et je suis impressionné par cette organisation. Pour moi, la fondation du prince Albert II est plus qu'une fondation. Il y a beaucoup de fondations qui supportent des projets environnementaux, mais cette fondation supporte des projets exceptionnels à travers le monde, concernant les océans, les montagnes et les peuples. Le prince est un véritable meneur, il est charismatique, c'est une tête de file, c'est un vrai leader mondial et il se préoccupe réellement de l'environnement. Et quand le prince parle, les gens l'écoutent. Il a accès aux personnes les plus importantes sur cette planète et il est écouté. C'est pour ça que je pense que sa fondation est très importante et pour toutes ces raisons, ça me donne de l'espoir. Après un film sur les 10 ans de la fondation projeté sur les écrans de la Salle des Étoiles, le souverain rappelait lors de son discours le bilan de ces 10 dernières années. 370 projets ont été soutenus par la Fondation sur les 5 continents. Un moment d'émotion, le prince Albert II a tenu à faire monter l'ensemble de son équipe sur scène pour lui rendre hommage. Je ne sais pas où nous serons dans 10 ans, je ne sais pas dans quel état sera notre planète, combien d'espèces auront pu être sauvées, combien auront disparu, ni quelle sera la température de l'air, ni que sera la température de l'océan. Mais je sais que si nous sommes fidèles à notre inspiration, nous aurons accompli de grandes choses. Pour tout cela, je voulais vous remercier ce soir. Merci. À l'issue, 4 trophées ont été attribués. Le prix de la biodiversité a été décerné à l'ornithologue suisse défenseur de l'environnement, Lug Hoffmann. Âgé de 93 ans, il a écrit plus de 60 ouvrages. C'est sa fille qui a reçu ce trophée en son nom. Le prix de l'eau a été remis à Desigen Naidoo, qui dirige la commission de recherche nationale sur l'eau en Afrique du Sud. Le prix du changement climatique revient à Laurence Toubiana, ambassadrice pour les négociations climatiques lors de la COP21. Et enfin, le 4e trophée, qui est remis tous les 3 ans en collaboration avec le Buffalo Bill Center, revient à David Mackenzie, Craig Lee et Gregory Pederston. Ce partenariat avec le Buffalo Bill Center à Cody dans le Yellowstone aux États-Unis est symbolique. Il faut savoir que le prince Albert Ier avait rencontré Buffalo Bill à Cody en 1913.
Cette soirée de gala pour célébrer les 10 ans de la Fondation Prince Albert II s'est achevée par un spectacle, celui de la chanteuse imitatrice canadienne Véronique Dicker. Donnez-moi une Tudorite, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Régulièrement, la Jeune Chambre économique de Monaco organise des événements pour ses membres. Le dernier en date, un petit déjeuner conférence autour de la cybersécurité. Un reportage d'Émilie Rousseau. C'est un sujet d'actualité particulièrement sensible qui commence à toucher les petites et moyennes entreprises. De grands groupes tels que Orange, eBay ou encore Google y ont déjà eu affaire. Ce sujet sensible, c'est la cyberattaque. Chaque année, des dizaines de milliers de données sont hackées. Les portefeuilles des sociétés sont parfois touchés. Et ce phénomène était au cœur du petit déjeuner conférence organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco. Ça fait partie de l'actualité. En 2016, tout le monde utilise des tablettes numériques, les emails, Internet et autres. Et on sait qu'on est piraté. Et en fait, l'objectif, c'était de dire le piratage, ce n'est pas que pour les grands groupes, c'est également pour les TPE, pour les PME et pour les particuliers. En effet, dans un monde de plus en plus connecté où les réseaux informatiques sont de plus en plus menacés, la question de la cyberattaque ne doit pas être mise de côté par les entreprises. Pour éviter ou réparer toute attaque, fraude ou intrusion, la JCEM avait fait appel à des intervenants de qualité spécialisés dans ce domaine. Nous mettons en œuvre des réseaux de communication dans les entreprises, donc communication sur des réseaux informatiques qui traitent aussi bien la voix, l'écrit que la vidéo. Et bien évidemment, depuis de longues dates, nous tenons compte de cette problématique qu'on connaît depuis la création de notre groupe en 2000. Mais ce que l'on va présenter aujourd'hui, ce n'est pas forcément le côté technique, mais c'est surtout toute la chaîne qui est importante de prendre en considération sur ces problèmes d'attaque qui peuvent être internes ou externes. Voilà. Donc nous ne sommes pas des auditeurs, nous avons d'autres intervenants pour ces sujets-là, mais nous allons expliquer comment, à notre niveau, c'est-à-dire au niveau de la mise en œuvre de ces réseaux de communication dans les entreprises, qu'elles soient petites ou multinationales, nous intégrons ces problématiques de sécurité qui sont très importantes, que l'on va faire au maximum de ce que nous permettent de faire les éditeurs, les constructeurs et notre savoir-faire, mais qui ne sont pas toujours suffisantes, et c'est ce qu'on va expliquer. Et comme souvent, la sensibilisation passe par la prévention. Les assurances proposent désormais une couverture pour ce type d'attaque. Le cabinet Gramaglia, par exemple, s'est entouré des meilleurs. C'est aujourd'hui que ça se passe et que nos entreprises sont attaquées. Et le sujet va même jusqu'à la fraude qui touche aussi les entreprises, puisqu'à travers des attaques de données, comme vous dites, derrière il y a tout un système frauduleux qui se met en place et des vrais préjudices qui se montent des fois à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc très très concrets qui peuvent malheureusement amener à la faillite de certaines structures. Donc nos contrats sont là justement pour au moins pérenniser les actifs des entreprises, faire en sorte qu'elles sortent de cette mauvaise passe une fois attaquées et continuer à exister sur le marché. Pendant plus d'une heure, donc, les différents intervenants auront fait un tour d'horizon sur les méthodes à adopter pour éviter une attaque ou une intrusion qui pourrait parfois être fatale aux entrepreneurs. Des solutions précieuses, cybersécurisées dans un monde ultra connecté. L'évolution du marché du cloud computing et le rôle des institutions étaient au cœur du premier débat organisé par Eurocloud Monaco, dont l'objectif est de promouvoir l'usage de ce nuage auprès des sociétés et des différentes institutions. Un reportage de Dominique Poulain. Les Eurocloud sont des associations professionnelles des acteurs du cloud computing. Leur mission est de promouvoir et d'aider au développement du cloud par les entreprises, les sociétés et les administrations ou les institutions. Eurocloud Monaco a vu le jour en 2013, une dizaine d'années après la création d'Eurocloud France. L'association monégasque vient d'organiser à la Maison des associations un débat sur le thème « L'évolution du cloud computing ». Le cloud, nuage en anglais, est un ensemble de raccordements de matériel, de raccordements réseau et de logiciels. Il fournit des services que les individus, les entreprises et les collectivités peuvent exploiter à volonté n'importe où dans le monde. Aujourd'hui, le cloud computing apporte des niveaux de service qui sont incomparables. Aujourd'hui, on veut tout de suite.
Voilà. Et on veut tout de suite, et on veut toute l'information tout de suite, on veut tout savoir, on veut pouvoir discuter avec les gens, on veut interagir, on veut pouvoir noter les gens aussi, hein, ce qui n'est pas toujours forcément très utile ou intéressant. Mais je veux dire, on a besoin de flexibilité, vous soyez le soir, la nuit, à Shanghai ou à Paris ou à Monaco, on veut pouvoir avoir accès à tout. Voilà. Et le seul moyen d'avoir accès à tout, c'est le réseau, c'est le cloud. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de discussion, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, les adolescents qui aujourd'hui utilisent leur smartphone avec des services en ligne, ces adolescents-là, il ne faut pas oublier que dans 25 ans, ce seront les patrons dans le monde. Hein. Et donc, eux, ils ne penseront plus que services en ligne. Et donc, à ce moment-là, tout le monde, 100% de l'informatique, de l'Internet sera en mode cloud. C'est tout simple. Eurocloud France compte aujourd'hui 200 membres, des éditeurs de logiciels, des constructeurs informatiques, des opérateurs de télécommunications, des juristes, des start-up ou encore des sociétés de services, de conseil et de consultants. Aujourd'hui, les technologies ne cessent d'évoluer et de prendre chaque jour plus d'importance dans notre vie quotidienne. À Monaco, le numérique est déjà bien implanté, il est devenu un enjeu stratégique. À Monaco, il faut savoir qu'il n'y a pas de fracture numérique. En fait, l'ensemble du territoire est couvert d'une part en fixe Internet ou en mobile fortement. On a le plus gros taux de densité de population au mètre carré, donc effectivement la densité est là, mais il y a l'accès qui est facilité. Ensuite, le numérique est aussi une empreinte et une facilitation pour aller de l'avant pour un certain nombre d'entreprises et faciliter ces processus internes. Et donc avec l'ensemble des professionnels de la place, cette mission d'accompagnement, ils le font et on les accompagne aussi pour aider les sociétés à comprendre que le numérique est aussi un facilitateur de leur vie de tous les jours. Eurocloud Monaco, qui organisait sa première réunion, entend créer un événement tous les trimestres autour du cloud computing avec ses membres. Certains d'entre eux seront dans quelques jours à la 2e édition de la Cloud Week Paris, une table ronde publique pour parler des usages et de la valorisation des données. Un jeune étudiant bénévole de la Fondation Flavien vient de boucler son tour de France pour les enfants malades. Pendant 26 jours, il a sillonné les routes de Monaco à Lyon en passant par Marseille, Nantes, Lille ou encore Paris. Une opération de sensibilisation, de soutien aux familles concernées et de collecte de fonds afin d'aider la recherche. Un reportage de Dominique Poulain. Ce restaurant est l'ultime étape du Tour de France de Benjamin Dumont. Ce jeune étudiant de 24 ans a été touché par l'histoire de Flavien, un enfant de Monaco âgé de 8 ans, victime d'une tumeur au cerveau. Il décide donc de parcourir la France en covoiturage. Le but de l'opération est de sensibiliser le public et de fédérer les associations. Il y avait 3 principaux objectifs. Le premier, donc, fédérer les associations françaises entre elles, qui ont pour but d'aider les enfants malades, donc aussi bien les enfants atteints de cancer, mais aussi les enfants atteints d'autisme ou handicapés moteurs, ou les associations qui s'occupent de réaliser les rêves d'enfants. Deuxième objectif, donc promouvoir la cause. Cette année, la cause retenue, c'était la recherche sur les cancers pédiatriques et les maladies rares. Et le troisième, c'était récolter les fonds pour faire avancer la recherche sur les cancers pédiatriques. Parti de Monaco le 3 juin dernier, Benjamin Dumont effectue 22 étapes en 26 jours. Il parcourt au total 4000 km. 4000 km qui vont le conduire à Marseille, Montpellier, Narbonne, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Paris, Lille, Strasbourg ou encore Lyon. Dans chaque ville-étape, il reçoit un fervent accueil et beaucoup de reconnaissance. Il récolte par ailleurs 4 000 € de dons, une collecte pour financer la recherche. 4 000 €, on est vraiment très fiers de pouvoir les donner justement à l'équipe de recherche de l'INSERM qu'on avait déjà soutenu les années auparavant, donc pour les aider à continuer leur recherche sur les cancers pédiatriques. Donc ils cherchent dans les tumeurs cérébrales primitives de l'enfant. Donc c'est vraiment une volonté de la Fondation Flavien, à chaque fois, sur chaque événement, tous les euros récoltés, de pouvoir les faire repartir sur une équipe de recherche. Sur nos 60 bénévoles, on a vraiment un groupe de jeunes super dynamique. On a toujours des écoles de commerce aussi qui nous soutiennent, avec des étudiants qui mènent des projets. L'intérêt, c'est que ça crée vraiment un vrai dynamisme parce qu'ils ont des idées. C'est Benjamin qui avait vraiment imaginé en fait ce Tour de France pour les enfants malades. Et c'est vrai qu'on est vraiment très fiers qu'il y ait des jeunes de 25 ans qui justement participent à soutenir les autres enfants, parce qu'à 25 ans, souvent on pense à autre chose qu'à des œuvres caritatives. Le cancer reste la première cause de mortalité par maladie chez l'enfant. Chaque année, en France, plus de 2000 enfants et adolescents sont diagnostiqués et 500 en meurent.
Et en bref, dans le reste de l'actualité. Après le lycée technique et hôtelier de Monaco, c'était au tour des élèves du lycée Albert Ier d'assister ce vendredi matin à la traditionnelle remise des prix de fin d'année. Cet événement qui vient clôturer l'année scolaire est l'occasion pour le corps enseignant de saluer le travail de l'ensemble des élèves méritants de leur établissement. Et justement, une fois l'école terminée, les parents sont à la recherche d'activités tout au long de l'été pour leur progéniture. Et pour ceux qui souhaitent profiter des plaisirs de la mer, l'École Bleue propose cette année encore des stages pour les enfants à partir de 8 ans, du 4 juillet au 2 septembre. Pour les inscrire, il suffit de vous rendre directement à l'École Bleue, au local du centre de sauvetage aquatique de Monaco, sur la plage du Larvoto. C'est la nouvelle exposition estivale du Grimaldi Forum. Francis Bacon, Monaco et la culture française ouvrent officiellement ses portes au grand public ce samedi. Christine Datomel a pu arpenter ses allées en avant-première lors de la visite presse. Regardez. Francis Bacon, Monaco et la culture française, une exposition qui s'apprête à faire parler d'elle cet été. Il est l'un des projets les plus ambitieux consacrés à Francis Bacon, 66 œuvres parmi les plus significatives de l'artiste et 13 œuvres comparatives dévoilées dans les 4000 mètres carrés de l'espace Ravel du Grimaldi Forum. Un regard croisé destiné à montrer toute l'éloquence et toute la puissance de la peinture de Francis Bacon sous un angle inédit, l'influence de la culture française et sa période monégasque. He was the biggest Francophile ever, and it's an easy thing to say, and you may say it's an exaggeration, but not much. C'était le plus grand francophile de tous les temps, et vous savez, quand je dis ça, je n'exagère pas. Il s'était complètement imprégné de la culture française. Il a été inspiré par Velázquez ou des artistes russes, mais il en revenait toujours à la culture française. Although it may not be so well known or so much spoken of, it was to Manet, Degas, Monet. Il ne voyait que par ça. Les peintres français comme Manet, Lursa et Monet l'ont influencé et ils étaient très importants pour lui. He loved the life in France, and by chance almost, so much is par hasard in his life. He met this family in Chantilly. Il a adoré vivre en France ou à Monaco. Il a connu sa femme très jeune à Chantilly et il a construit toute sa vie baigné dans cette culture. Il a appris le français. Durant toute son existence, il a parlé français, ce qui lui rendait les choses plus faciles pour lui. Il aimait le bon vin et la cuisine française. Vous savez, comme tous les grands intellectuels britanniques, la France le fascinait. Il adorait cette culture. Like many English intellectuals, middle class, upper middle class people, it was nothing new. We all gravitated to France. Après avoir vécu à Londres et à Paris, c'est en principauté que Francis Bacon pose ses valises à la fin des années 40. C'est à Monaco que l'artiste trouve sa vocation de peintre et réalise son premier portrait de pape. Il devient dès lors un peintre du corps humain et de l'esprit, une étape décisive dans son œuvre qui amènera plus tard Francis Bacon à être reconnu comme l'artiste figuratif le plus énigmatique de l'après-guerre. Et même si ce monstre sacré n'a vécu en principauté que durant quelques années, tout au long de sa vie, Francis Bacon n'aura de cesse de séjourner à Monaco et dans le sud de la France. Une exposition estivale qui présente des photographies d'archives, des vidéos et des œuvres inédites de l'artiste à découvrir de toute urgence jusqu'au 4 septembre au Grimaldi Forum. Vous venez de le voir, l'exposition estivale du Grimaldi Forum nous réserve bien des surprises. Et pour en parler plus en profondeur, je vous propose de rejoindre notre invitée du week-end, Catherine Alechenkov. Bonjour Catherine, merci de nous accueillir au cœur de cette nouvelle exposition. Bonjour Alexandra, merci. Alors, cette exposition justement qui se concentre particulièrement sur une période de la vie de Francis Bacon. C'est un des regards, une approche qu'a souhaité Martin Harrison, en effet, de présenter Bacon lors de sa période monégasque, puisque nous savons que Francis Bacon a séjourné en principauté de Monaco de la fin des années 40, 46 à 50,
et que Monaco était en quelque sorte un laboratoire dans la vie et l'œuvre de Francis Bacon, puisque c'est vraiment ici qu'il va débuter l'approche de la figure humaine, ce qui sera une de ses écritures, un de ses fondamentaux. Et la série des papes hurlants va vraiment exister, naître lorsqu'il se trouve ici en Principauté de Monaco. Et alors justement, comment est née l'idée de créer cette exposition cet été ? On a eu plusieurs atouts, je dirais, dans notre jeu. D'une part, Martin Harrison, qui était en train d'achever, après plus de 10 ans de recherche, le catalogue raisonné consacré à Francis Bacon. Ensuite, vous le savez, il y a une fondation qui est créée depuis quelques années maintenant à l'initiative de Majid Boustani, et qui est une fondation qui est justement destinée à montrer la légitimité de Bacon en principauté et à présenter cet artiste. Et ensuite, grâce au relationnel de Martin Harrison, nous avions la chance de pouvoir contacter énormément de prêteurs privés. Et l'ensemble de cette exposition réunit plus de 64 Bacon, ce qui est une performance, et dont une partie proviennent de collections privées et bien entendu des œuvres sources illustrant cette influence de la culture française qui a été une des autres approches de Martin Harrison pour construire cette exposition. Ici, nous nous trouvons dans la première salle qui accueillera le public. Exactement. La scénographie est très importante tout au long de l'exposition. Oui, c'est une scénographie que l'on a fait en interne, mais de Grimaldi Forum. C'est William Châtelain qui s'occupe ici de tout ce qui est design et études d'espace, qui a suivi vraiment de manière très rigoureuse le cahier des charges et les notes d'intention que nous soumettait Martin Harrison. Et vous allez le découvrir, une scénographie qui va jouer sur cette verticalité, sur ces perspectives. Un travail également très soigné sur l'éclairage, parce qu'il est important de révéler la force de cette peinture baconienne et ponctuer des références à l'œuvre de Bacon, le cadre, les rideaux, donc quelques touches qui vont relever et rythmer des salles qui ont des ambiances, vous le découvrirez, relativement différentes d'un chapitre à l'autre. Et une exposition qui est également particulière parce que vous avez souhaité, comme on peut le voir derrière moi, un regard croisé avec les grands maîtres qui ont inspiré Bacon. Tout à fait. L'autre approche de Martin Harrison, c'était de montrer l'influence de la culture française sur l'œuvre de Francis Bacon. Et là, dans cette salle, on montre en fait les premières sources d'influence et d'inspiration. Francis Bacon va déjà se rendre à Paris dans les années 30, il va découvrir l'œuvre de Picasso, il va découvrir les post-impressionnistes, et cette première salle intitulée Inspiration montre vraiment ses références directes et ses correspondances, et les tableaux sont en train de jouer entre les œuvres sources. Et progressivement, cette idée de ponctuer des œuvres sources va habiter chacune des salles et on montrera à quel point la culture française et des grands maîtres comme Soutine, comme Rodin, comme Picasso, comme Michaud et comme Giacometti vont influencer l'œuvre de Francis Bacon. Alors vous l'avez évoqué, vous avez énormément travaillé avec le commissaire de l'exposition, il s'agit de Martin Harrison. Est-ce qu'on peut dire un mot sur ce personnage emblématique ? Je pense qu'il devient presque baconien. Il est très généreux parce que dans les phases d'accrochage, Martin était avare d'anecdotes, de commentaires et de décryptage. Il a fait un travail presque de détective privé pendant plus de 10 ans sur l'œuvre de Francis Bacon. Et il était évidemment l'expert idoine pour nous montrer cette exposition et nous révéler ce qui est à chaque fois, je dirais, un étonnement de peinture à peinture. L'œuvre de Bacon est une œuvre finalement qui parle à tout le monde parce qu'elle touche nos émotions et elle n'a pas spécialement, je dirais, cette unique violence et étrangeté que l'on peut connaître d'elle. Merci Catherine, en tout cas de nous avoir accueillis ici. Le public pourra donc découvrir cette exposition tout au long de cet été et dès ce week-end. Absolument. Merci à vous. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous propose de nous quitter avec la météo de ces prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Samedi, ciel largement ensoleillé malgré la présence de quelques nuages au cours de la journée. Les températures seront agréables avec 22 degrés le matin et 26 degrés dans l'après-midi.
Dimanche, ciel très clément, légère brise de mer, les températures seront bien estivales. Lundi, journée chaude en perspective. Et finalement, mardi, le ciel sera moins ensoleillé que les jours précédents. Risque d'orage en cours de journée. Les températures oscilleront entre 24 et 26 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts.